Elle est trentenaire et déjà millionnaire. Et aujourd'hui, elle va nous partager ses secrets de gestion de finances. Mon invitée est une dame très connue dans le milieu africain, de par la marque qu'elle a créée qui s'appelle NanaWax. Elle est aussi connue parce que sur les réseaux sociaux, elle est très active et partage son quotidien entrepreneurial. Aujourd'hui, elle nous reçoit dans son nouveau penthouse afin qu'on puisse parler de gestion de finances. D'où lui viennent ses habitudes, quelles sont les erreurs qu'elle a faites, quels sont les conseils qu'elle te donne et bien évidemment tout ceci avec pour but de t'aider à devenir un bon money maker. Bienvenue sur Money Maker, le podcast des gens qui font de l'argent et qui en parlent. Pour ceux d'entre vous qui veulent s'améliorer en gestion de finances, j'ai dans la barre de description un petit cadeau pour vous. À la fin de cette vidéo, vraiment à la fin, vous allez dans la barre de description et vous avez une vidéo gratuite qui vous permet d'apprendre des bases en gestion de finances qui, j'espère, vous aideront à corriger des erreurs que vous faites déjà peut-être aujourd'hui. Et puis pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous verrez l'opportunité qui vous est donnée à la fin de la vidéo. Je ne vous en dis pas plus. Allons rejoindre Haïté Maureen. Bonjour Maureen. Bonjour Philippe. Merci déjà d'accepter de te prêter à l'exercice du podcast pour parler de finances. Est-ce que tu veux bien déjà te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Maureen Haïté, je suis entrepreneur, je vis en Côte d'Ivoire et j'ai une marque qui s'appelle NanaWax, une marque de vêtements et je suis dans l'immobilier aussi et ça s'appelle Nana Home. D'accord, très bien. Donc tu fais du business et tu fais du cash. Donc la première question que j'ai envie de te poser, pour toi, que représente l'argent? Pour moi, l'argent représente la liberté. Ok. Ça permet d'éviter certains soucis en fait parce que quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas les mêmes problèmes que quelqu'un qui n'a pas de problème d'argent. D'accord, ok. Est-ce que tu te considères comme riche? Après, ça dépend de la définition que chacun a de riche. Oui, bien sûr. Pour moi, être riche, ce n'est pas le montant que tu as sur ton compte bancaire. C'est ne pas avoir de soucis pour obtenir ce que tu as envie d'obtenir par un moyen de paiement. Donc, en ce moment, je n'ai pas ce genre de soucis. Donc, je peux estimer que je suis riche à mon niveau. D'accord. Tu as bien mis la temporalité dedans. Est-ce que tu as peur pour l'avenir? Est-ce que tu penses que tu pourrais te retrouver demain pauvre? Bien sûr, on a vu des milliardaires se retrouver pauvres. Donc, personne n'est immunisé contre ça. Il y a des aléas de la vie qui arrivent. Il y a des mauvais investissements qui arrivent. Donc, je n'ai pas peur de ça parce que je sais d'où je viens. Je ne suis pas née avec ce que j'ai sur mon compte en banque aujourd'hui, ni ma famille. Donc, j'ai pu vivre modestement et je pourrais me relever et refaire d'autres affaires et essayer de réavoir ce que j'avais pour pouvoir évoluer encore. Justement, parlons de ça. Est-ce que tu penses que les gens qui te connaissent depuis longtemps pourraient dire que l'argent a changé Maureen? Honnêtement, non. Parce que je donne même des exemples des fois dans des commentaires où des gens qui me connaissent récemment disent « Oh, c'est parce qu'elle a de l'argent qu'elle est comme ci. » Et puis des gens qui ont fait l'école avec moi ou qui ont grandi avec moi ou mes cousins disent « C'est parce que vous ne la connaissez pas. Sinon, sa bouche qu'elle a là, c'est comme ça qu'elle a ça depuis qu'elle était petite. » Donc non, ça n'a rien à voir. Et je trouve ça même dommage des fois quand des personnes disent « Oui, c'est parce que tu as de l'argent que tu dis ça » ou « C'est parce que tu as de l'argent que tu me parles comme ça. » Ça n'a rien à voir. Ça dépend du comportement de chacun et pas de ce qu'il y a sur son compte. D'accord. Donc, tu penses que l'argent ne t'a pas changé toi. Par contre, est-ce que tu penses que l'argent a changé les gens autour de toi? Oui, l'argent a changé les gens autour de moi parce que j'estime et je sais que je suis pareil que j'étais avant. Ouais. J'étais ponctuelle avant, je le suis aujourd'hui. Je m'énerve quand les gens sont en retard depuis que je suis petite et jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, il y a certaines personnes qui changent, eux, mais après, ils trouvent que c'est toi qui as changé. Ouais. Et à chaque fois, quand il y a un petit problème ou une dispute qui n'a rien à voir même avec les finances, Ouais. ou rien, ça n'a rien à voir, qu'ils vont te dire « Oui, c'est parce que tu as de l'argent, tu me parles comme ça. » Mais non, en fait, tu as déconné, je te dis, tu as déconné. C'est pas parce que j'ai plus d'argent que toi, ça n'a rien à voir avec l'argent. Donc, je pense que ça crée une certaine frustration quand la personne en face avec qui tu as peut-être grandi ou évolué n'a Pas évolué avec toi, en fait. n'a pas évolué financièrement avec toi et donc se sent un peu frustré ou peut-être aigri, je ne sais pas quel mot utiliser, et à chaque fois remet tout au fait que c'est parce qu'aujourd'hui tu as de l'argent que tu es d'une telle manière alors que pas du tout. Mais du coup, ceci étant dit, est-ce que tu as encore aujourd'hui des amis de longue date?
Oui, j'ai des amis de longue date. Et en vrai, les amis proches que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, c'est des amis de longue date. C'est vraiment des amis de longue date parce qu'on peut se disputer, mais ceux avec qui je suis aujourd'hui, c'est des gens avec qui on peut se disputer, on peut se crier dessus, on peut se taper, mais jamais ils vont venir te sortir un truc du genre, c'est parce que tu as de l'argent que tu fais ci, tu fais ça. Donc, quand les gens ont ce genre de comportement, déjà, je m'éloigne. Ouais. Donc, ça fait que ça a trié pas mal de gens qui n'étaient pas forcément bons pour moi. Je ne dis pas que c'est des personnes mauvaises, hein, pas du tout, mais pour moi, ne sont pas bonnes. D'accord. Est-ce que l'argent t'a déjà fait perdre des gens que tu aimais? Oui, bien sûr, l'argent fait perdre beaucoup de gens parce qu'il y en a qui estiment, il y en a qui sont frustrés parce que tu as de l'argent. Il y a aussi d'autres personnes qui estiment que parce que tu as de l'argent, tu leur dois quelque chose en fait. Ouais. Et quand tu leur dis non, ou même si tu as dit oui 10 fois et que la 11e fois tu dis non, tu deviens leur ennemi, ou ils te veulent du mal, ou ils s'éloignent de toi. Donc, j'ai pas travaillé pour nourrir d'autres personnes. C'est vrai, il faut être reconnaissant, il faut aider les gens, mais on t'apprend... Est-ce que c'est pas dur de dire ça? Ah non, pour moi, pas du tout. Même pour ses amis? Non, oui. Moi, même ma mère a toujours dit que j'ai une très grande facilité à dire non. Et moi, quand je dis non, j'ai pas d'explication à donner. Parce que j'estime que quand je dis oui à quelqu'un, je ne donne pas d'explication. Ouais. Donc, quand je te dis non, j'ai pas besoin de te dire non, je ne te prête pas parce que je dois financer. Sinon, j'ai pas d'explication. Je te prête pas parce que j'ai pas envie. Est-ce que tu comprends qu'un ami puisse être blessé que quelqu'un sur qui il comptait? Et surtout parce qu'ils aiment bien dire ça. Ils savent que tu peux les aider. Enfin, c'est ce qu'ils se disent. Hein. Et que quand tu leur dis non, c'est par envie, c'est pas par capacité. Oui, c'est par envie, ce n'est pas par capacité. Mais est-ce qu'on dit non à ses amis? Moi, je dis non à des amis. Il y a des amis à qui je dis non. Il y en a à qui je dis oui. Il y a très peu même à qui j'ai eu à dire oui. Mais je dis beaucoup non parce que j'estime que tu m'as apporté quoi dans ma vie pour que j'arrive au stade où je suis? Vous êtes amis? Oui, l'amitié, c'est quoi? L'amitié, c'est quoi? L'amitié, c'est se soutenir pour arriver à un certain stade. Tu peux pas dire qu'on a été peut-être dans la même classe, donc aujourd'hui, tu viens me voir pour me... Oui, ça, c'est un camarade, c'est pas un ami. Oui, mais je veux dire, il y a des amis qui sont pas moi, je mets vraiment... ami comme quelqu'un d'intime, hein, quelqu'un de proche. Oui, il y a des amis très proches, mais qui te déçoivent sur certains domaines, qui ne te soutiennent pas sur certaines choses. Je donne un exemple. Tu peux avoir un ami, ok, j'ai commencé Nana Wax et tout, ok, tu n'as peut-être pas les moyens d'acheter, mais mettre des likes sur tes publications. Partager quand tu viens dans la ville de la personne et que tu dois faire une vente privée. La personne peut partager, ça ne lui coûte rien. Sa connexion est là, elle le fait jamais. Elle le fait jamais. Le jour où il y a un mauvais truc sur toi, là, elle partage. Et demain, cette personne va venir te demander un service. Ça sera non, en fait. Et pour les gens qui te sont fidèles en amitié, tu en as? Des gens qui te sont fidèles? Oui, pour les gens qui me sont fidèles en amitié, j'ai aucun souci à les aider de toutes les manières que je peux. Et j'ai eu à prêter de l'argent, mais aujourd'hui, je ne le fais pas. Si je viens et que tu me demandes quelque chose, si je peux te donner, je te donne et j'oublie. Donc, tu n'es plus dans la logique de prêt? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les prêts, ça m'a jamais... ça m'a très peu apporté de bonnes choses. Il y a beaucoup de gens qui sont ingrats. Il y a des gens qui ne te rendent pas. Et quand tu réclames ton propre argent, ton propre dû, mais à la limite, on te demande, mais pourquoi tu viens me réclamer mon argent? Ouais, c'est ça. Tu passes pour la personne méchante, en fait. Exactement. Moi, et je suis tellement dans la ponctualité, je suis tellement à l'heure, moi, que tu me dis, je te rembourse ton argent dans 53 jours. 53 jours et 1 minute, je t'envoie un message si tu ne m'as pas donné de l'argent d'abord. Je suis comme ça, en fait. Oui, mais c'est normal aussi, les gens doivent tenir leurs engagements. Et de la même ouais. manière que tu viens me demander, sans hésiter, je te donne. De la même manière, quand je te réclame mon argent, sans hésiter, tu dois me le donner. Sauf si tu as eu la politesse de me prévenir avant en disant « Ah, franchement, là, c'est chaud, je ne pourrai pas, laisse-moi un délai. » Je te laisserai un délai. Mais si tu ne me dis rien, ce n'est pas le jour où je te réclame que tu vas venir t'excuser ou venir me poser une question me disant « Non, c'est pas... » Ça, c'est plus mon problème, en fait. Tu rends mon argent et ça s'arrête là. Si tu ne peux pas me le rendre, tu me le dis, on essaie de s'arranger. Mais si tu viens me dire pourquoi tu me demandes ça ou pourquoi tu me parles comme ça, je dis mais quand tu m'as demandé, on se parlait sur le même temps, pourquoi tu veux que je prenne un temps plus calme ou plus posé ou plus truc pour réclamer ce que tu dois me rendre en fait. Donc non, les gens veulent deux poids, deux mesures. Au moment où tu donnes, on dit les gens, quand ils te demandent, ce sont des chats. Mais pour te rendre, ça devient des lions. Non mais c'est drôle parce que je connais des gens comme ça qui, tu lui prêtes de l'argent. Et quand tu lui prêtes de l'argent, comme tu dis, il est doux comme un agneau, il est serviable et tout ce que tu veux. Et quand tu lui... Déjà, le délai passe.
Et quand tu viens réclamer, ça, c'est un truc, et il commence à se dire, mais je sais pas, moi, c'est pour 2 000 € que tu me parles comme ça, que tu commences à me... Mais à l'époque, les 2 000 € là, t'en avais besoin. c'était tellement important que tu te roulais au sol. Ouais. Et maintenant, quand on les réclame, tu dis non, c'est pour 2 000 € que tu me demandes, que tu me harcèles, ainsi de suite. Et parfois, ils finissent de dire ça, ils ne remboursent même pas. Oui, bien malheureusement, c'est dommage. Mais en tout cas, je voulais déjà faire ce premier tour d'aparté parce que l'argent, c'est quelque chose qui définit les relations. Et il est important de savoir comment se comporter avec. Parce que, en fait, moi, j'ai fini par me rendre compte, comme tu disais tout à l'heure, qu'en fait, bien souvent, c'est vrai que l'argent change certaines personnes, mais on ne parle pas souvent des gens qui changent autour de nous quand on commence à avoir de l'argent. Et notamment au travers de la jalousie, parce que les gens se disent, mais pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a fait de plus? Qu'est-ce qu'elle a fait de... Et du coup, je veux qu'on en parle. Qu'est-ce qui a fait que tu deviennes l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que tu as grandi dans des conditions où tu as senti que tu avais un manque d'argent et tu t'es dit très tôt, il faut que j'ai de l'argent? Ou alors, tu as grandi dans des conditions normales? Non, j'ai pas vécu dans la pauvreté. J'étais pas non plus dans la richesse. Ma mère subvenait à mes besoins quand elle était encore... elle travaillait encore, mais à un moment, sa compagnie a fermé. On avait moins d'argent, c'était un peu plus difficile. Mais jamais je me suis dit non. Pour moi, l'argent, c'était pas un but. Genre, il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai de l'argent. J'ai toujours réussi par moi-même à avoir de l'argent. J'ai toujours... fait des petits commerces et tout ça. Et moi, je me dis, tant que j'ai ce qui me suffit pour vivre ou pour être heureux, je n'ai pas besoin d'accumuler de l'argent. Il y a des gens qui ont un besoin d'amasser de l'argent. Moi, ce n'est pas ça. À partir du moment où j'ai le montant qui me permet d'être libre, d'éviter certains soucis, moi, ça me va. D'accord. Dans le contexte dans lequel tu as grandi, tes camarades, tu as fait quel type d'école? Alors, j'ai fait l'école française. J'ai fait l'école en France, à l'internat où on n'était que 2 Noirs sur des milliers d'élèves. C'était un internat catholique. J'ai fait l'école en Côte d'Ivoire. Et ensuite, mais quel type d'école en Côte d'Ivoire? J'ai fait l'école française en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des écoles très snobs. Les écoles françaises. En général, on est entouré d'enfants de très riches, justement. Oui, on est entouré d'enfants d'enfants très riches. Mais pour ceux que moi, j'ai connus, j'ai jamais... Peut-être, disons que dans la classe... Que tu, voilà, que tu non, pas, non. Okay. Et moi, j'ai un caractère qui fait que je m'en fous, en fait. Tu peux avoir la dernière Nike ou le dernier Tamagotchi, ce que tu veux. Moi, je me contente de ce que j'ai. J'ai jamais été envieuse. Okay. Donc, peut-être que certains ont eu à faire des commentaires, mais ce n'est pas des choses que j'ai gardées ou qui m'ont touchée ou qui m'ont mis mal à l'aise pour me sentir rejetée en disant non, il faut. C'est plutôt quand j'ai été... adolescente, un peu plus grande, où on m'a fait certaines remarques et je me suis dit, la vie là, c'est quelque chose, hein. Mais demain et aujourd'hui, tu te rappelles on voit la des différence. Remarques? Oui. Je me souviens un jour, j'étais à Cotonou et j'étais avec des amis, on était en train de jouer à un jeu qui s'appelle Tabou, on doit te faire deviner un mot. Donc le mot qu'on devait me faire deviner, c'était composter. Composter, c'est quand tu vas dans le métro et que tu mets le ticket. Sauf qu'à l'époque, moi, quand j'allais en France, j'étais petite, donc c'est des choses que je ne faisais pas, je ne savais pas comment ça s'appelait. Et ensuite, quand ma mère a perdu son boulot et que je ne pouvais plus aller en France pendant au moins 10 ans, enfin des années, je ne suis plus allée en France, je ne savais pas composter. Donc, quand il fallait faire deviner, tout le monde essayait de me faire deviner, mais tous mes potes, c'était des gens d'école française qui voyageaient et tout ça. Moi, à l'époque, quand j'étais à Cotonou, j'étais à l'école béninoise parce que ma mère n'avait plus d'argent pour me payer l'école française. Donc, j'ai fait mon lycée à l'école béninoise. Et donc, j'arrive pas. Et puis, il y a un qui dit « Oh, désolé, c'est pas de sa faute, elle ne baigne pas. » Ça veut dire qu'elle va pas en France, cette truc. Ça m'a piqué un peu, hein. Ouais. Ça m'a piqué. C'était pas vraiment méchant. En plus, c'était la vérité. On dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Mais ça m'a piqué. Je me suis dit, Maureen, il faut que tu t'en sortes dans la vie. Parce que vraiment, ce genre de réflexion-là, c'est pas chic à entendre. Et ça, je m'en souviens. Mais j'ai pas eu de personnes méchantes. Bon, des fois, tu vas chez des tantis, des tontons, des parents de tes amis. On te demande, tu es la fille de qui? Ta maman fait quoi dans la vie? C'est pour mesurer quelle importance ils vont te donner. Voilà. Donc, c'est des petites réflexions comme ça. Mais bon... Ça ne m'a jamais offusqué, ça ne m'a jamais blessé, quoi. Tu as dit que depuis petit, tu faisais du commerce. Et l'épargne, alors, est-ce que tu es une bonne épargnante ou alors tu penses que tu gaspilles quand même de l'argent? Moi, je suis une excellente épargnante. D'accord. Tu es proche de ton argent? Pas vraiment, mais il y a des choses que je ne trouve pas utiles. Okay. Et moi, dans mes amis proches, le surnom qu'ils me donnent, c'est Achebe. Achebe, ça veut dire avare qui est à côté de son argent. Mais en fait, ce n'est pas que je suis avare, mais il y a des choses que la plupart des gens trouvent, il faut que j'ai ça, c'est utile, mais moi, je m'en fous en fait. Donc,
Au moment où ils vont dépenser de l'argent sur ça, moi, je vais dire non. Par contre, moi, j'ai d'autres centres d'intérêt. Je peux acheter une casserole à 500 euros, je peux acheter un couteau à 1000 euros, mais je m'en fous d'aller acheter un sac Dior, Vuitton, ou d'aller acheter une Range Rover, où on va te dire, ah, telle a une Range Rover, pourquoi t'as pas aussi acheté, t'as pas... Ça, c'est ton problème, en fait. Pense ce que tu veux. Chacun a ses centres d'intérêt. Et moi, ce que certaines personnes ont comme centre d'intérêt ne sont pas les miens. Donc, je ne suis pas là pour me comparer à qui que ce soit, Justement, pour toi, sur quoi est-ce que tu penses que tu fais des folies? C'est-à-dire que tu ne comptes pas quand il s'agit de ce ou ces domaines-là. Alors, je ne compte pas pour l'endroit où je dois habiter. Le confort. Le confort. Parce que pour moi, on vit dans sa maison. Donc, on doit être à l'aise dans sa maison. Il y a des personnes qui sont prêtes à vivre dans un entrée couché pour avoir une BMW et fanfaronner en ville. Ils n'aiment pas rester chez eux parce qu'ils ne sont pas à l'aise chez eux. Moi, pour moi, le plus important, moi, je ne juge pas les gens. Je dis juste, moi, mon ressenti. J'ai besoin que ma maison soit confortable. J'ai besoin d'être à l'aise chez moi parce que je passe plus de temps dans ma maison que dans ma voiture. Donc, chacun a des centres d'intérêt différents. Mon confort, ma nourriture. Alors là, je peux dépenser beaucoup d'argent dans la nourriture. J'achète des viandes extrêmement chères. Je fais venir de la bouffe, de l'huile, plein de choses de l'étranger. Pourquoi ? Parce que c'est ce que j'aime. C'est mon amour pour la nourriture. J'aime manger. Quand je voyage, je fais des voyages culinaires. Je vais en Italie pour apprendre à faire des pâtes. Je vais en Italie pour aller dans des restaurants que j'ai vus, que j'ai envie d'aller manger. C'est ça, moi, mon but. Il y en a qui font des voyages pour faire du shopping. Moi, c'est vraiment, en tant qu'épicurienne, voir de beaux endroits, vivre de belles expériences, bien manger. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Bien manger, c'est le début du bonheur. Oui, ouais. L'argent me rend libre pour faire ces choses-là, mais pas pour accumuler des objets. Alors, du coup, ça devient intéressant. Comment tu expliques ton détachement, du coup, par rapport au matériel? Ça veut dire quoi? Que toi, tu n'accordes pas d'importance au fait d'avoir un beau sac, d'avoir une belle chaussure, d'avoir une telle marque? Tu t'en fous de ça? Oui, honnêtement, je m'en fous de ça. J'ai certaines choses que j'aime. Par exemple, j'aime les belles montres. Oui. J'aime bien collectionner les montres, donc oui, je ferai ça. Mais même dans les montres que j'achète avec stratégie. J'achète pas une montre pour acheter une montre. J'achète une montre qui prend de la valeur. Oui. Les montres que moi j'achète aujourd'hui, si je les ai achetées à 10 000, demain, elles vont valoir le double ou le triple. En fait, c'est un investissement. Et je me dis, le jour où il y a un problème, c'est des choses que tu peux liquider et avoir plus demain. Mais je ne me vois pas aller mettre 10K dans un sac à main et tu sors du magasin, ça a perdu de la valeur. Demain, tu ne vas pas habiter dans ton sac à main. Donc, si tu n'as pas les moyens... Moi, je ne dis pas non à ceux qui ont les moyens sans regarder derrière, mais il y a des personnes qui vont cotiser, économiser, c'est la majorité des gens, ouais. Voilà, pour s'offrir certaines choses. Et demain, le plus important, la base, ils ne l'ont pas. Payer leur loyer, tout ça, ce n'est pas important, mais payer le sac pour fanfaronner sur les réseaux, c'est ça qui est important. Et moi, ce n'est pas mon délire. D'accord. Donc, je ne suis pas attachée au matériel, au luxe, aux marques forcément, mais vraiment aux choses où je peux vivre une expérience. Tu dis ça, pourtant tu as une belle voiture. Je connais ta voiture. Oui, mais pourtant... Les gens avec qui je traîne trouvent que ce n'est pas une voiture à mon niveau. Ah, ok, d'accord. Voilà, parce que c'est une grosse voiture, mais ce n'est pas une BMW, ce n'est pas une Range Rover ou les marques de luxe. Oui. Non, c'est une marque moyen de gamme, mais en 4x4. D'accord. Ce n'est pas ce que tout le monde veut acheter. C'est une belle voiture quand même. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, cette voiture, je l'ai achetée pourquoi? À cause du coffre. Moi, c'est l'utilité qui compte. Je suis quelqu'un, on m'appelle la déménageuse. Je déménage, je soulève les trucs, je vais à Signy, je viens. Je pars avec plein d'amis, donc il me fallait une voiture où ça prend beaucoup de personnes, où c'est stable, où le rapport qualité-prix doit être excellent et où le coffre est hyper grand. C'est ce qu'il me fallait, donc c'est ce que j'ai pris. Je n'ai pas pris parce que c'est telle marque. Du coup, je veux qu'on parle un peu de tes entreprises. D'accord. Au travers de tes entreprises, tu gagnes quand même pas mal d'argent. Quelle est ta logique d'épargne? Est-ce que tu te fixes des objectifs d'épargne? Ou alors, ça rentre, je garde? Moi, ça rentre, je garde. J'ai fait ça plusieurs années. J'utilisais que ce dont j'avais besoin. Par exemple, quand je suis venue m'installer en Côte d'Ivoire, je n'avais pas de maison. J'habitais à l'arrière de ma première boutique à Angré, dans un espace de même pas 10 mètres carrés. Pourquoi pour quelqu'un qui tient au confort de... Mais parce que je préférais... économiser, épargner cet argent pour réinvestir dans ma compagnie plutôt que d'aller payer un loyer de 800 000 ou 1 million quelque part. Je me suis dit, je suis seule, ma mère n'est pas là, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas besoin d'avoir tout ça. Si je peux rester dans ma boutique, je l'ai fait pendant 1 an, je suis restée là-bas. Ensuite, quand j'ai ouvert la boutique à Billetterie,
J'ai pris le stockage, je l'ai transformé en appartement et je vivais dedans parce que je me dis, je paye un loyer de 2 700 000 tous les mois. Je ne vais pas aller payer encore un appartement et dépenser. Donc, j'ai une mentalité de rentabiliser ce qui est là et pas de gaspiller. Donc, j'ai fait ça pendant un moment parce que je trouvais que les loyers à Abidjan étaient excessivement chers. Et je me dis, mais attends, quitte à dépenser autant dans un loyer, autant acheter. Et ensuite, quand j'ai eu l'opportunité d'acheter, j'ai acheté mon premier appartement, c'était un 50 mètres carrés, une chambre-salon. J'ai habité dedans pendant 3 ans. Donc, les gens venaient chez moi et se disaient, mais attends, elle, avec tout l'argent qu'on dit qu'elle a, comment elle peut vivre dans une chambre-salon? Mais j'ai fait ça pendant 3 ans. Ça m'a permis d'économiser de l'argent pour acheter d'autres appartements jusqu'à aujourd'hui, plusieurs années après, avoir un penthouse où je suis beaucoup plus à l'aise. Mais si je m'étais levée en disant, ah, à cause du candidaton, ah non, 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 faut que j'ai aussi un bel appartement, faut que j'ai ci, j'ai ça, peut-être que je n'aurais pas économisé assez pour acheter la maison où je suis aujourd'hui. Certainement. Mais du coup, ça c'est très important. Quel est ton secret pour résister à la pression sociale? Parce que très peu de personnes savent faire ça. Résister à la pression sociale, il ne faut juste pas être influençable en fait. Moi, je ne suis pas influençable, j'ai un caractère où je me dis en fait, c'est ce que j'ai là. Je vis selon mes moyens en fait. Je ne vis pas pour plaire à quelqu'un, je ne vis pas pour... Enfin, ça ne me touche pas que quelqu'un à côté de moi ait les dernières marques et tout ça. Et moi, je n'ai pas, même si j'ai des amis qui ont ça. Ça ne me touche pas. Pour lui, c'est ton bonheur. Moi, je suis contente pour ton bonheur si ça te fait plaisir d'avoir des gros sacs, des belles chaussures, des belles montres, voyager en first et tout. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je fais selon mes moyens. Je voyageais avec des amis qui avaient des jets privés. Moi, je prenais des vols commerciaux et j'étais en classe économique. Je n'ai jamais été complexée par ça. Donc, à partir du moment où tu n'es pas complexée par ton statut social, ce n'est pas difficile, en fait, d'évoluer à ton rythme sans te comparer aux autres. D'accord. Autre question. Aujourd'hui, tu vis dans un très beau penthouse. On pourrait maintenant te poser la question inverse. Est-ce que ce n'est pas trop d'argent mis dans une maison? Non, parce que pour moi, c'est un investissement. Je regarde le prix au mètre carré du quartier. Déjà, j'ai fait une bonne affaire. Ensuite, j'ai donné plus de valeur à la maison parce que j'ai pratiquement tout cassé et tout refait. Si demain, je veux la revendre, je vais la revendre au double ou au triple de ce que j'ai acheté. Donc, c'est un investissement qui n'est pas à perte. Dans tous les cas, j'aurai minimum ce que j'ai eu. Ouais. Voilà, dans la logique de je suis dans la logique. Je ne suis pas dans la logique de dépenser un truc pour perdre de la valeur. Une voiture, ça perd de la valeur. C'est pour ça que pour l'instant, je n'ai pas dit que je ne le ferai jamais, mais pour l'instant, je ne me vois pas dépenser, je ne sais pas, une certaine somme dans une voiture. Je sais que voilà, mon maximum dans une voiture, c'est tel, parce que demain, si je veux la revendre, elle perd de la valeur. Donc, je ne vais pas aller mettre autant d'argent dedans. Peut-être que demain, je le ferai, mais pour l'instant, ce n'est pas ma logique. Ma logique est d'investir et de dépenser dans des choses qui vont être rentables. Alors, du coup, je veux que tu nous partages une ou deux expériences qui, pour toi, sont tes pires erreurs financières. Des choses que tu as fait, tu te dis, waouh, j'aurais jamais dû faire ça. Alors, ma pire erreur financière, mais moi, dès le départ, je savais que ça allait être comme ça. Et au final, ça s'est passé comme ça. Quand j'ai fait mes premières économies, Nanawax, j'avais pas encore de boutique. Je faisais des ventes privées dans le monde entier. Aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne. J'ai fait au Canada, à la Barbade, partout en Afrique. Et à chaque fois que je gagnais de l'argent, j'économisais. Je me suis dit, mon rêve, ce serait de faire une salle de fête. J'avais pas encore d'appartement, j'avais rien du tout. Et j'ai décidé que je voulais construire ma salle de fête. J'ai pris les meilleurs architectes, des constructeurs, tout. Et cette salle de fête, je voulais la faire en Côte d'Ivoire. Parce que, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et je vois comment les gens dépensent quand ils veulent faire des fêtes et tout ça. Et ma mère m'a dit, non, mais Maureen, quand même, tu as des origines au Bénin. Fais ça au Bénin. En plus, là-bas, il n'y a pas trop d'infrastructures comme ça. Et je me suis dit, non. Enfin, je me suis dit, non, j'ai pas envie de faire ça là-bas. J'aime pas la mentalité que les gens ont par rapport à certaines choses, sur l'argent et tout ça. Je préfère faire en Côte d'Ivoire et je me sens plus à l'aise en Côte d'Ivoire. Et elle a insisté et tout. Je me suis dit, bon, on écoute quand même les parents, je vais le faire. Donc, on trouve un terrain et tout. On fait tout était réglementaire. On a fait une demande. Ça a fait 1 an avant que ça soit validé pour avoir l'espace et tout. J'ai commencé à construire et moi, je me suis toujours dit que si je construis, je veux avoir tout l'argent pour commencer à construire. Je ne veux pas laisser, j'ai plus d'argent, attendre 6 mois, le chantier en attente, non. Je voulais avoir tout l'argent pour faire. Donc, j'ai eu mon argent et j'ai commencé à faire. Le chantier devait prendre 6 ou 7 mois et je pense qu'on était à 4 mois.
Et un matin, on envoie un courrier en disant que le gouvernement a changé, c'est plus le même président et que le nouveau président, le gouvernement, en tout cas pas le président lui-même, mais que dans le gouvernement, ils ont décidé que cet espace, ils voulaient en faire autre chose pour l'État, donc il fallait tout arrêter. Et ma mère, moi, j'étais pas au Bénin, j'étais en Côte d'Ivoire. Elle n'osait pas me le dire. Et à un moment, elle était obligée parce qu'ils ont envoyé des huissiers, tout ça, fermer le site. On ne pouvait plus construire. Donc là, elle m'appelle, elle me dit, oui, ma fille, voilà. Franchement, j'ai été dégoûtée, mais je n'ai pas été étonnée. Parce que c'est vraiment des choses qui arrivent très souvent, très, très, très souvent là-bas. Et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu investir dans ce pays. Parce que tous les investissements que j'ai eu à faire là-bas ont été brûlés. Donc, en fait, j'ai perdu beaucoup d'argent. Tu évalues ça à combien? On dépasse les 100 millions. Ah oui, quand même. Oui. Parce que j'avais déjà tout acheté. C'est-à-dire que pendant qu'on construisait les matériels, c'est-à-dire j'ai acheté le matériel avant qu'on commence à construire. Oui. Donc, les cuisines industrielles, j'ai acheté du matériel, mais haut de gamme. C'est-à-dire, aujourd'hui, même à Abidjan, toutes les salles de fête où je suis allée, il n'y a aucune qui a le niveau de la salle que je voulais faire. Et c'était il y a 7 ans. Ouais. Wow. OK. Et à contrario, c'est quoi, d'après toi, l'un de tes meilleurs coups financiers? Mon meilleur coup financier, c'est Nanawax. C'est avoir cru en Nanawax, en fait. Ça a été mon meilleur coup financier parce qu'à la base, Nanawax, c'était juste pour les vacances, pour dépanner un peu d'argent. Et j'ai vu la demande qu'il y avait. J'ai vu comment les gens avaient besoin de porter du prêt-à-porter en wax ou en motif africain, déjà tout prêt en Afrique francophone. Et ça a été le bingo pour moi. Parce que j'ai su répondre à cette demande parce qu'il n'y avait pas de prêt-à-porter. D'accord, parce qu'en fait, j'ai envie de me dire, et pourtant, c'est un secteur dans lequel il y a aujourd'hui, en tout cas quand je vais sur les réseaux, il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'univers de la beauté, du vêtement. À ton époque, il y en avait beaucoup moins, c'est ça? Il y en avait moins. Il y en avait avant moi. Mais il y en avait pas beaucoup. Et je ne sais pas si ces gens ne croyaient pas en eux, mais ils n'investissaient pas. Parce qu'au moment où moi j'ai commencé, il y a 10 ans, je faisais déjà des shoots professionnels. Aujourd'hui, toutes les marques ici font des shoots professionnels, mais à l'époque, ils se disaient, mais pourquoi dépenser 300 000, 500 000 pour aller faire des photos, pour vendre quoi? C'est la mentalité que les gens avaient. Et j'ai vu qu'au fil du temps, les gens ont commencé à comprendre que l'image que tu vends, c'est ce qui fait que le client vient. Donc, ça a changé. Donc, ce que je faisais à l'époque où certaines personnes n'investissaient pas comme moi. Même par exemple, quand je parle des packaging, moi j'achetais mes packaging que j'ai aujourd'hui, je les ai depuis le début de Nanawax. Je faisais des beaux sacs en pagne réutilisables. Ce que les gens ne faisaient pas, ils mettaient les vêtements dans des sachets. Aujourd'hui, les gens ont amélioré et moi, ça me fait plaisir de voir ça. Mais à l'époque où je le faisais, tout le monde trouvait que c'était un gaspillage d'argent. Pourquoi dépenser des millions pour faire des packaging? Pourquoi aller dépenser pour faire des shootings? Pourquoi essayer de servir du thé, du café dans les boutiques? Enfin, c'est des choses que quand j'ai commencé il y a 10 ans, les gens ne faisaient pas et ont compris plus tard. Mais moi, je dis toujours, il faut s'inspirer des meilleurs. Quand je vais à l'étranger, quand je vais dans des beaux hôtels, je regarde le service. Quand je vais dans des beaux magasins, je ne vais pas juste pour acheter un truc. Je vais voir l'expérience client. Je ne rentre pas dans un magasin pour ne rien apprendre. Il faut que j'apprenne quelque chose. La dernière fois, j'ai voulu faire une surprise à ma mère. Et moi, je dis, je ne rentre jamais dans un magasin de luxe si je ne peux pas acheter. Lèche-vitrine, là, je ne sais pas faire. Donc, je voulais faire une surprise à ma mère. Je rentre dans un grand magasin. Mais le service qu'on m'a donné là-bas, j'étais dépassée. En fait, je me dis, je pourrais même y retourner rien que pour le service que j'ai reçu. Et c'est quelque chose que j'aimerais peut-être plus tard adapter dans mes magasins parce que je trouve ça vraiment exceptionnel. Le service qu'ils font, ils te font sentir même que tu es comme si tu es quelqu'un de la famille alors que pas du tout. La vendeuse qui m'a vendu le sac, elle a pris mon numéro, elle m'a envoyé un message, ah, vous êtes bien arrivé en Côte d'Ivoire et tout ça. Elle n'a pas besoin de ça. Totalement. Mais c'est le service client. Et c'est ce qui va faire que peut-être un matin, je vais me relever un jour pour dire tellement on m'a bien servi là-bas, j'ai envie de retourner. Ou tu Donc recommanderas à quelqu'un. Exactement. Qui te posera la question. D'accord, c'est très, très intéressant. Tu as vraiment emboîté la question parce que je voulais te demander, mais qu'est-ce qui a fait que tu réussisses autant dans un univers finalement qui n'est pas complexe en termes de technologie? Pourquoi toi, tu as réussi là où aujourd'hui les autres ont du mal? Parce qu'en fait, je dis ça parce que dans l'univers du prêt-à-porter féminin, il n'y a pas beaucoup de marques qui se démarquent quand même dans l'imaginaire des gens. C'est-à-dire quand on parle des marques de prêt-à-porter féminin, il n'y a pas 10 noms qu'on peut donner comme ça dans l'univers, en tout cas francophone. Et pourtant, ça fait quand même pas mal d'années que tu es là.
Et je me dis que peut-être que les autres traînent à s'imposer. Et ce n'est pas forcément une question d'argent d'ailleurs, parce que tu n'as pas commencé avec beaucoup de moyens. Qu'est-ce qui, d'après toi, donc, a été les éléments de ta recette, de ton succès? Ma recette, c'est que déjà, j'avais une base client. Quand j'ai commencé Nana Wax, ça n'a pas commencé par Nana Wax, ça a commencé par une page qui s'appelle J'aime le pagne de chez moi, où je parlais de pagne tous les jours, pendant des années, sans être payée. Donc, j'avais déjà une base de personnes qui étaient dans le besoin d'avoir des vêtements. Donc, quand j'ai commencé à les vendre au bout de 4 ou 5 ans, les clients étaient déjà là, il y avait déjà le besoin. Et ils avaient déjà confiance en moi parce qu'ils parlaient avec moi tous les jours, ils voyaient mes publications. À l'époque, il n'y avait pas Instagram. À l'époque, il n'y avait pas les blogs, tout ça. J'avais une page, il n'y avait même pas de page sur Facebook, c'était des groupes. Donc, j'avais un groupe avec des dizaines de milliers de personnes dedans avec qui j'interagissais tous les jours. Donc, il y avait déjà cette confiance. Donc, quand j'ai commencé à faire la marque, ça a déjà bien marché. Et ensuite, j'ai toujours voulu améliorer le service client. J'ai toujours voulu améliorer l'expérience client dans les magasins, pas juste vendre le produit. Parce que ce que je dis souvent aux gens, c'est pas seulement vendre le produit. OK, les robes, plein de gens font des robes font des robes plus belles, des marques font des robes plus belles que Nana Wax. Mais pourquoi Nana Wax marche? Parce qu'il y a tout un système mis en place pour que le client soit content de l'expérience qu'il vit et qui s'identifie à Nana Wax. Aujourd'hui, j'avais fait des sondages auprès de mes clients. Pourquoi vous aimez Nana Wax? Parce que ça me fait représenter, je me sens forte, je suis contente de porter du Nana Wax, je sens que j'appartiens à une communauté. Donc, j'ai créé une certaine identité avec la marque et je pense que les gens achètent aujourd'hui parce que c'est Nana Wax. Tout à fait. Pas parce que je suis la meilleure. Non, il y a des gens qui ont étudié le stylisme, qui font des modèles, des trucs mieux que moi. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens s'identifient à Nana Wax et achètent parce que c'est Nana Wax. Il se trouve que tu es très présente sur les réseaux sociaux, ce qui entraîne bien évidemment les deux, beaucoup d'appréciation et beaucoup de détestation. Comment tu réagis aux gens qui pensent que tu es quelqu'un qui frime, quelqu'un qui se la pète, qui est tout le temps en train de montrer sa vie, sa maison, je ne sais pas moi, son lifestyle? Qu'est-ce que tu penses que ces gens n'ont pas compris? Je pense qu'ils ont beaucoup de temps à perdre. Parce que j'estime que moi, je n'aime pas quelqu'un, j'aime pas son lifestyle, j'aime pas ce qu'il poste. Je ne le suis pas. Ou si, des fois même, tu ne suis pas la personne, mais tu reçois parce que d'autres partagent. Je bloque la personne et c'est simple en fait. Moi, je ne sais pas, il y a des gens que je trouve maso qui aiment se faire du mal. Tu n'apprécies pas quelqu'un, ne suis pas la personne. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne vais pas changer ma manière de vivre, d'être pour faire plaisir à qui que ce soit. Tu ne m'aimes pas, tu ne me suis pas. C'est aussi simple que ça. Donc, le jugement, tout le monde a un jugement. Dieu a été jugé. Donc, qui suis-je pour ne pas être jugé? Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Chacun a le droit d'aimer, mais je ne peux pas changer parce que telle personne ne m'aime pas et ceux qui m'aiment alors. Oui, tout à fait. Ils vont effectivement ne pas comprendre que tu deviennes quelqu'un d'autre. En tant que quelqu'un qui gagne de l'argent, est-ce que tu penses au futur? Est-ce que tu te projettes avec l'argent que tu gagnes? Est-ce que tu te dis, je dois faire des placements, je dois faire des investissements, ou alors tu te dis, bon, je prends ce qui vient, ou alors est-ce que tu te projettes avec l'argent? Oui, je me projette avec l'argent. C'est pour ça que depuis le départ, j'ai toujours économisé de l'argent. Je me projette, j'investis dans l'immobilier, j'ouvre des DAT qui me donnent des revenus à la fin de chaque année. Donc, j'investis parce qu'on ne connaît pas demain. Demain, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Donc, il faut que tu aies au moins un tabouret. Comme ça, si tu tombes, au moins, tu peux t'asseoir, tu ne te retrouves pas par terre. Donc, oui, je suis quelqu'un qui pense beaucoup à l'avenir et qui se dit demain n'est pas garanti. Donc, faut faire attention à l'usage de l'argent, en fait. Alors, de ce que je vois, tu es très proche de ta mère. Tu l'as cité à plusieurs reprises dans cette interview. Peut-être que vous avez même ce qu'on aime appeler une relation fusionnelle, mère-fille. Est-ce que tu sais dire non à ta mère? Oui, je dis très souvent non à ma mère. Et des fois, les gens passent par ma mère pour essayer de me contacter ou m'amadouer. Je dis, c'est pas le meilleur moyen. Si moi, je dis non, c'est non, en fait. Il n'y a personne qui va venir me faire dire oui parce que vous passez par ma mère. Ma mère, je la respecte, je l'aime, mais mes décisions sont à moi, en fait. Je peux dire oui, je peux écouter ses conseils. Je peux faire certaines choses, mais ce n'est pas parce que c'est ma mère que je vais toujours dire oui à ce qu'elle dit ou ce qu'elle demande. Je parle au niveau de business, je ne parle pas dans la vie personnelle, ça c'est autre chose, mais dans mes business, ce n'est pas parce que c'est ma mère que je vais dire oui à tout. Et par rapport aux fameuses demandes africaines, tu es en Afrique ici.
Et en Afrique, on a coutume de dire que les demandes familiales sont exponentielles. Parce que quand les gens sont à distance dans la diaspora, ils disent qu'on leur demande de l'argent. Mais en fait, ceux qui sont ici savent qu'on ne leur demande rien là-bas. Quand on est ici, les gens peuvent facilement venir chez toi. Comment tu gères ce côté? Ma chance, c'est qu'à partir du moment où ma mère n'a plus de travail, qu'elle n'avait pas d'argent, personne ne nous a aidés. Et on a demandé de l'argent à personne. La seule personne qui nous a aidés, c'est le mari à ma tante qui a payé ma scolarité, mon année de première et terminale. C'est grâce à lui que j'ai eu le bac. Donc, si aujourd'hui, je peux dire que je dois quelque chose à quelqu'un, c'est la seule personne. À part ça, personne ne peut venir se lever et me demander quoi que ce soit dans ma famille ou quoi, en disant que je lui suis redevable. Même si on ne met pas le côté redevable devant, ça ne gêne pas les gens pour demander quand même. Il peut te dire, ma fille, j'ai mon enfant qui est ceci. Oui, tu peux toujours demander. Je peux te dire oui, comme je peux te dire non. En fait, je ne me sens pas obligée de donner parce que on a le même sang. D'accord. Je donne parce que j'ai envie. Je peux vouloir t'aider et je te donne. Mais ça ne marche pas sur moi, le fait que non, on est de la même famille, non, c'est ma tante, non, c'est ma copine. Ce n'est pas mon problème, en fait. Parce que moi, je me suis toujours contentée de ce que j'avais. Donc, les gens peuvent se contenter de ce qu'ils ont ou ils doivent accepter quand on leur dit non. Mais si tu leur dis non, ils n'ont pas Wally. Ils n'ont pas? Ils n'ont pas Wally. Ça veut dire quoi? Tu es leur famille. Je dis n'importe quoi, tu as peut-être une cousine qui a à peu près ton âge ou un peu moins, qui a un gosse avec un monsieur irresponsable qui s'est barré. Elle a du mal à joindre les deux bouts, elle vient te voir. Tu vas lui dire quoi? C'est pas moi qui t'ai envoyé faire un enfant? Non, ça dépend des rapports qu'on a. Si c'est quelqu'un avec qui j'ai de bons rapports en s'entendant, j'ai aucun problème à l'aider, à la loger, à payer l'école de l'enfant. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est une personne peut-être qui m'a trahi ou qui m'a fait du mal, ça sera beaucoup plus difficile de dire que je vais le faire. Des fois, on dit non, il faut faire ça pour Dieu. En fait, la vie, c'est pas comme ça. Sinon, tu vas jamais évoluer. Donc, c'est en fonction des rapports que j'ai avec la personne, je le fais. Mais si j'ai pas de bon rapport avec la personne, je me donne le droit de dire oui ou de dire non. Alors que si j'ai des bons rapports avec la personne, j'ai aucun souci à le faire. Parce que aider les gens, j'ai toujours aimé aider les gens. Mais j'aide aussi les gens qui méritent ou les gens qui me soutiennent ou qui ont eu à me soutenir. Pas aider des ingrats, là, ça ne m'a jamais servi en fait. On n'est pas très loin de la fin et du coup, j'aimerais te demander, d'après toi, avec ta vision, ton analyse du monde aujourd'hui, quelle est d'après toi l'erreur que les gens font le plus avec l'argent? Il y en a qui arrivent à avoir de l'argent et qui pensent que demain, c'est garanti avec l'argent. Ou qu'on peut tout avoir, ou on peut agir n'importe comment avec les gens parce qu'on a de l'argent. Ça, je trouve que c'est une erreur. Parce que quand il y a des guerres, quand il y a des problèmes, ce n'est pas ton argent qui te sauve. On a vu des pays en guerre ici, la personne avait des mallettes d'argent et puis l'argent n'a pas pu le sauver. On a vu Escobar ici brûler des liasses et des liasses de dollars pour se réchauffer parce que l'argent ne pouvait pas lui donner la chaleur en fait. Donc l'argent ne peut pas te sauver, te guérir des maladies. Il y a plein de choses que l'argent a des limites en fait. Et il y en a qui pensent que l'argent n'a pas de limite. C'est ça, pour moi, c'est ça la plus grave erreur de ceux qui pensent que l'argent peut tout. Et ceux qui n'ont pas d'argent, qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire pour en gagner? Je ne vais pas dire travailler, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à avoir d'argent. Donc, je n'ai vraiment pas de réponse à cette question. Parce que c'est vrai, on dit, ouais, travailler dur. Il y a plein de gens qui travaillent dur. Il y a plein de dames qui vendent depuis des années. Elles sont sous le soleil. Les gars qui poussent des centaines de kilos tous les jours. Ils peuvent faire ça jusqu'à la fin de leur vie, mais peut-être qu'ils n'auront jamais d'argent. Donc, c'est Dieu qui donne. Moi, je pense qu'il y a le travail, d'accord, mais ce n'est pas le travail à 100% qui permet qu'on devienne riche ou qu'on arrive à un certain stade financier dans la vie. Donc, ce n'est pas que le travail, c'est le travail déjà. Si tu ne travailles pas déjà, ça sera beaucoup plus difficile. Ensuite, c'est les opportunités, savoir saisir les opportunités, créer son réseau aussi, parce que le réseau, tu peux rencontrer des personnes qui vont t'aider, qui vont te faire des prêts, qui vont faire certaines choses pour te faire avancer. Et c'est un tout, c'est pas que le travail. Donc, je peux pas dire aux gens, oui, travaillez, vous allez être riche. C'est pas vrai. Alors, du coup, est-ce que tu comprendrais quand même que des gens qui sont proches de toi se disent, moi, j'ai été proche de Maureen pendant tel nombre d'années et elle ne m'a jamais aidé à m'en sortir, dans le sens où elle ne m'a jamais dit ce que je devais faire pour réussir financièrement comme elle a réussi. Mais je ne suis pas là pour dire à qui que ce soit comment il doit faire pour réussir. Les gens ont vu comment j'ai commencé, surtout ceux avec qui j'ai grandi. Pendant que eux, par exemple, quand j'étais étudiante à Paris, que moi, je me levais les samedis et dimanches pour aller dans le 18e, prendre des tables
en février à moins 10 degrés pour faire des ventes de 10h à 18h. Mes amis ne m'accompagnaient pas. J'allais toute seule. Quand je faisais mes ventes Nana Wax au début, personne ne m'accompagnait. Mais quand Nana Wax a évolué et qu'on est arrivé au moment où j'avais l'argent pour louer de belles salles, avoir des serveurs, servir des petits fours, du champagne, là, ils sont venus. Donc, si vous n'êtes pas prêt à souffrir avec la personne, non. Pour manger. Oui. La plupart, c'est ça. Donc, si vous n'êtes pas prêt à souffrir avec la personne, c'est pas quand la personne va arriver à un certain stade qu'elle va vous aider. Il y a des gens, des fois, qui me demandent des choses. Je leur dis non et je ne donne pas d'explication. Mais si, des fois, on me demande l'explication et que j'ai envie de la donner, je vais dire, mais oui, tu te souviens ? Quand j'étais en train de faire ci, je faisais ça, j'avais besoin de voiture pour livrer mes colis, pour faire une vente privée, que tu avais et que tu n'as juste pas voulu m'aider parce que tu avais la flemme. C'est ça qui a permis que j'ai de l'argent aujourd'hui. Je me suis débrouillée, j'ai fait mes choses par moi-même. Donc, surtout les personnes que tu vois qui auraient pu t'aider, en fait. Mais est-ce que c'est de la rancune? Ouais, je pense que c'est de la rancune aussi. Mais quand je dis de la rancune, c'est pas que je leur veux du mal. Vis ta vie, je vis la mienne. Mais ne viens rien me demander parce que toi, quand tu as eu l'opportunité de m'aider, tu l'as pas fait. Mais tu ne lui as pas demandé, il pourrait te dire. Il y en a à qui j'ai demandé. Ah, ok. Et quand je dis demander, j'ai pas demandé d'argent, mais un peu voilà ce que je dis. J'étais par exemple chez une amie, je faisais mes ventes privées dans le 18e là. Et elle habitait très loin, elle habitait à Tremblay, mais c'est-à-dire le samedi, dimanche, il n'y avait pas de bus. Et pour arriver à la gare, il fallait marcher 20 minutes. Donc, j'avais mes 2 grosses valises de marchandises. Je tirais pour aller à la gare. Ouais. Il n'y avait pas d'escalator. Donc, je descendais les escaliers pour remonter de l'autre côté toute seule. Elle ne m'accompagnait pas, en fait. Mais quand j'étais chez elle, je l'aidais à payer le loyer. Je faisais les courses. Je n'étais pas logée gratuitement, en fait. Je payais des charges et tout ça. Mais l'aide qu'elle pouvait m'apporter pour évoluer, elle ne l'a jamais fait. Donc, aujourd'hui, elle peut dire, oui, elle était chez moi, mais je n'étais pas chez toi gratuitement. Déjà. Et ensuite, l'aide que tu pouvais m'apporter, tu ne le faisais pas parce que tu te dis « Ah non, il fait trop froid, moi je ne sors pas dans ça ». Mais par contre, quand il y a eu les salles après pour faire les ventes, les salles chauffées, les beaux endroits, champagne et tout ça, je n'avais pas besoin de l'appeler. Hein. « Ah Maureen, j'ai vu que tu fais une vente, je vais venir ». Mais parce qu'aujourd'hui, on est dans de bonnes conditions. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne dit pas les choses qu'on ne ressent pas. On voit l'agissement de certaines personnes qui sont là que quand c'est dans du bon. Et Oprah a dit un jour une phrase que j'ai toujours gardée. C'est pas ceux qui montent dans la voiture avec toi qui comptent, c'est ceux qui t'aident à pousser la voiture quand elle est en panne. Donc, c'est pas seulement quand c'est dans le bon que les amis, oui, ils sont toujours, quand c'est bon, ils sont tous là. Mais quand tu es dans la merde, c'est ceux qui sont là, que tu peux aider. Et ce genre de personnes, je les connais, je les compte. Et c'est des gens où il n'y en a pas beaucoup. Et c'est des gens qui peuvent me demander plein de choses que je ferais sans hésiter parce que je dis, mais quand j'avais des problèmes, tu m'as aidé sans que je demande où j'ai pu avoir à te demander et tu l'as fait. Donc, je suis reconnaissante. Mais si tu ne m'as rien apporté, alors que tu aurais pu, je ne me sens pas obligée de faire quoi que ce soit pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te fais encore de nouveaux amis ou alors c'est trop tard? Non, on peut pas dire jamais. On ne dit pas qu'on ne se fait plus de... C'est plus difficile. Déjà, je n'en veux plus beaucoup. J'en ai déjà pas mal. Mais je peux en avoir, il n'y a pas de problème. Il y a des gens que j'ai rencontrés en 2023 que je trouve très bien. Mais on fait plus attention, on s'ouvre plus difficilement, on est plus prudent. Parce que ce n'est pas parce que tu as eu 10 mauvaises expériences que toute ta vie, tu n'en auras que des mauvaises. Il y a des gens bien comme il y a des gens mauvais. Tu peux être ami avec quelqu'un 20 ans qui te fait la pire trahison, comme tu peux rencontrer quelqu'un en 6 mois qui fait des choses que l'autre personne en 20 ans n'a pas faites pour toi. Donc, je ne peux pas dire que j'aurai plus d'amis ou quoi, non, pas du tout. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a beaucoup de gens qui sont bienveillants. Et on parle plus du négatif que du positif. Il y a plein de gens qui sont très bien, qui sont dans ma vie depuis des années. Il n'y a pas de souci, donc on n'en parle pas. Mais le jour où il y aura un souci avec une personne sur 20 amis que j'ai, c'est ces gens-là qu'on va dire « Ah oui, mais elle a problème avec si elle, ça. » Mais si j'en ai 100 et que j'ai des problèmes avec 10, ce n'est pas la majorité, en fait. Ouais. Est-ce que tu es à l'aise avec l'idée qu'on dise que tu es millionnaire en euros? Oui. En fait, les gens, certaines personnes, quand on parle d'argent, ils sont mal à l'aise ou ils font de la fausse humilité, j'appelle ça. C'est un fait. Je ne vois pas pourquoi je vais venir mentir ou... Oui, d'accord, je suis millionnaire en euros, mais ce n'est pas ça qui définit ma personne. Je suis une personne à part entière. Je fais mon ménage, je fais ma lessive, je gère ma vie. Ce n'est pas parce que j'ai de l'argent sur mon compte bancaire
que ça fait de moi une personne différente de ce que j'ai toujours été, en fait. Donc, OK, oui, j'ai des millions sur mon compte. Et alors, So what? voilà, en fait, ça ne change rien à la personne que je suis. Ce n'est pas ça qui définit mon être. Pour une jeune qui te regarde aujourd'hui et qui a envie d'être inspirée par toi, qui a envie de se tracer son chemin, qui passe peut-être par des moments que tu as vécu, toi, il y a pas mal d'années, des moments difficiles, qui a peut-être envie d'abandonner, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Je vais juste dire à cette personne, ton projet que tu veux peut-être abandonner, si tu penses qu'il est viable, si tu es sûr, tu as fait toutes tes analyses et tu sais qu'il est viable, n'abandonne pas. Moi, j'aurais pu abandonner à plusieurs reprises parce qu'on m'a fait des dingueries. Et il y a des moments, s'il n'y avait pas ma mère, j'aurais abandonné. Quand ta propre famille, la propre sœur, même père, même mère de ta mère, vient chez toi en vacances et prend les adresses, par exemple, de tes ouvriers, reprend un vol, revient à Cotonou pour copier tes choses et créer une marque et vendre. Non. Quand ta cousine te fait ça, quand l'homme avec qui tu pensais passer ta vie copie tes affaires pour aller donner à sa nouvelle copine. Moi, j'ai vécu tellement de trucs et c'est des trucs qui se sont passés au début de Nana Wax. Et je dis, c'est une très bonne chose parce que c'est des choses qui m'ont formée. Si j'avais eu confiance et vécu ça aujourd'hui, ça m'aurait peut-être éteint. Mais justement, ça t'a peut-être aussi rendu très méfiante. Oui, ça m'a rendu très méfiante et je suis contente de ça parce qu'aujourd'hui, je compartimente tout. Mes amis, ma famille n'ont pas accès à mon travail. Alors qu'avant, mes ouvriers venaient à la maison. Ah oui, ma tante est là, c'est pas grave, vas-y, donne mes trucs ou bien laisse-lui ça. Aujourd'hui, jamais je ferai une chose pareille. Que ce soit amis ou famille, jamais je ferai une chose pareille. Parce que je dis, si elle a l'adresse de mon usine, si elle fait ci, ça, demain, elle peut me faire un sale coup. Donc, pour éviter ça, compartimenter les choses, ne pas mélanger les personnes. Et tout ça, c'est l'expérience, en fait. Parce que si tu n'es pas méfiant dans certaines choses, tu vas te perdre. Et moi, quand ça m'est arrivé, c'était les 2-3 ans de Nana Wax. Mais j'étais effondrée. J'ai dit, mais c'est pas possible. Les gens sur Internet, d'accord, mais ta propre famille, tes amis, ton copain te font des dingueries pareilles, mais tu peux faire confiance à qui, en fait? Et là, tu commences à avoir peur. Là, tu commences à être parano. Mais c'est la vie. En fait, c'est l'expérience qui te fait devenir d'une certaine manière. C'est ça. Donc, on ne peut pas dire non, c'est pas grave, on laisse. Non, on laisse pas, mais on fait plus attention. Si tu as... Je te prends un exemple. Hein. Tu touches, disons, 1 million de francs à la fin du mois. Comment tu le repartirais? De bénéfices ou de... Oui, de l'argent pour toi. C'est-à-dire, tu te payes, par exemple, 1 million de francs. Supposons que tu as un loyer de, allez, disons 300 000. Qu'est-ce que tu ferais? Je veux voir ta logique avec l'argent. Quand tu as de l'argent dans les mains, qu'est-ce que tu en fais? Alors, si avec 300 000, ça paye quoi? Mon loyer, mes charges et tout ça? Bon, arrondissons à 400 000 tes charges. Voilà. 400 000 paye mes charges. Le reste, c'est manger. Je vais manger, disons, si je suis toute seule, je vais dépenser peut-être 150 000 dans la bouffe. Ah ouais, quand même. Ah oui, au moins, là, je me suis dit, ça, c'est quand j'avais rien. Ah non, la nourriture, c'est très important. J'achète les meilleurs mets parce que ce qui est dans ton ventre, on dit, c'est ce qui est pour toi. C'est vrai. Donc, la nourriture, à fond la caisse. Et après, la nourriture, OK, bon, l'essence, les trucs comme ça, le transport, tout le reste épargné. Donc, si j'ai dépensé 400 000 pour toutes les charges, 150 000 pour la bouffe, ça fait 550, il reste 450. Il y a 400 peut-être que j'épargne et 50 que je garde en cas de qu'est-ce qu'il y a. Parce que je ne suis pas une go trop sortie, shopping, tout ça. Donc, je peux avoir les mêmes habits pendant combien de temps, ça ne me dérange pas. Je porte les mêmes trucs. Donc, je ne suis pas dépensière niveau shopping et accessoires. Donc, moi, tant que j'ai bien mangé, que je suis bien logée, je suis à l'aise. Le reste, c'est l'épargne. C'est drôle parce que pour moi, tu es vraiment le prototype de l'anti-femme moderne. Parce que les femmes modernes, aujourd'hui, quand je parle avec elles, il faut qu'elles soient coquettes. Il faut qu'elles... les femmes accordent beaucoup d'importance à leur apparence physique, à ce qu'elles vont mettre, à leur make-up, à leurs faux cheveux, ainsi de suite. Toi, non. Non, en fait, tout le monde est différent. Moi, c'est parce que tu n'as pas envie d'être belle. Ah, je suis pas belle. Ajuste-toi. Je vais me lever, hein. Ah, non. C'est ce que les femmes disent. Il faut que je me fasse belle. Tu as dû entendre ça. Chacun a ses objectifs. Moi, je m'en fous d'être belle. Je veux être rassasiée. Donc, si moi, j'ai bien mangé, c'est ce qui compte. J'estime que je n'ai pas besoin d'avoir des faux cheveux pour me sentir belle ou d'être maquillée tous les jours. Moi, je me maquille une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Je vais chez le coiffeur une fois tous les 2 mois.
J'ai pas de produits de peau ou de plein de parfums. C'est pas mon délire. Moi, c'est ça je dis. Moi, je juge pas. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est pas mon délire d'avoir plein de produits, plein de sacs ou d'avoir des mèches et tout ça, tout ça. J'ai pas envie de dépenser 1 million pour un tissage. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me procure pas de plaisir. Moi, je fais ce qui me procure du plaisir. J'aime par exemple les massages. J'aime le hammam. J'ai une salle de massage chez moi. J'ai un hammam chez moi parce que j'aime ça. J'aurais pu avoir un salon de coiffure chez moi, mais c'est pas quelque chose que j'aime. J'investis dans des choses que j'aime, qui me font plaisir, moi. Il y en a, ça leur fait plaisir d'avoir des beaux sacs, de belles voitures, de beaux tissages. Moi, j'aime bien manger, donc je vais dépenser beaucoup d'argent dans la nourriture, dans mon bien-être, massage, être bien, acheter un matelas. Je peux acheter un matelas très cher parce que j'ai envie de bien dormir, alors qu'il y en a qui vont te dire pourquoi acheter un matelas à ce prix-là, alors que tu peux t'acheter un Dior ou un Chanel à ce prix-là. Donc, chacun investit dans ce qui lui procure du plaisir. Tout à fait. Donc, moi, ce qui me procure du plaisir, c'est autre chose. Du coup, tu parles beaucoup du fait que tu aimes manger. Oui. Et pourtant, ça ne se voit pas. Tu n'es pas obèse, tu es même loin d'être obèse. Où va toute cette nourriture que tu manges? Est-ce que tu es une grande sportive? Ah non, pas du tout. Alors là, zéro sport dans ma vie. J'essaie, mais c'est pas pour moi. C'est parce que je mange vraiment sain et je fais beaucoup de faits maison. Genre, je fais mon propre beurre, je fais ma mayonnaise, je fais mon pain. Donc, peut-être que c'est ce qui fait. Sinon, j'aime bien manger, hein. Par contre, j'ai pris en 1 an et demi, j'ai pris 12 kilos. Ah oui, quand même. Et j'ai été très, très maigre. Moi, je ne garde pas la ligne, hein. J'ai pris 12 kilos en 1 an et demi. Donc, ouais, j'ai pris du poids, mais ça se répartit dans des bonnes zones. Donc, ça va. Et j'évite, je ne mange pas trop sucré. Je mange beaucoup, mais je ne mange pas trop sucré. Je fais la plupart de mes choses fait maison. Je fais mes gâteaux, je fais mes biscuits, je fais mon beurre, ma mayonnaise, mes brioches. Enfin, je fais beaucoup de choses maison, mes confitures et tout ça. Donc, je dose vraiment le sucre. Je ne mange pas trop gras. J'aime bien manger, mais j'aime manger de la bonne manière. Et depuis début 2023, vu que j'ai pris 12 kilos, là, en 1 an et demi, j'essaie quand même de faire attention, de changer. Au lieu de prendre de la farine de blé, je prends de la farine de flocons d'avoine, des choses qui sont meilleures pour le transit et pour la santé. Donc, j'essaie de faire quand même un peu plus attention, tout en me faisant plaisir. Très bien. La dernière question, c'est concerne ton influence. Est-ce que tu es consciente de l'influence que tu as sur des milliers de jeunes femmes dans le monde? Oui, j'ai conscience de l'influence que j'ai et oui. C'est une responsabilité que tu prends à cœur? Pas vraiment une responsabilité parce qu'il y a des personnes qui aiment en abuser. À chaque fois que tu vas faire un petit truc, on va dire « Ah, mais tu es influente, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. » Je dis « C'est bon, je fais pas d'élection présidentielle, je vis ma vie. Je veux inspirer des gens dans le domaine que je montre sur les réseaux. Et le domaine que je montre sur les réseaux, c'est mon travail. Donc, je veux influencer des gens dans l'entrepreneuriat. Personne ne sait vraiment comment je vis ma vie de tous les jours. Je leur montre ce que j'ai envie de montrer, donc la nourriture, les bâtiments. Je fais des petits TikTok, des blagues et tout ça, mais les gens ne connaissent pas ma vie réelle. Donc, moi, je veux vous inspirer que dans ce domaine. Si vous jugez le reste des domaines, ça, c'est à vous de voir. Mais je ne peux pas dire qu'il faut que j'ai une vie parfaite. Personne n'a une vie parfaite. Même le pape n'a pas une vie parfaite. Donc, personne n'est parfait. Donc, à chaque fois qu'il y aura une petite erreur qui n'a peut-être rien à voir avec ton travail, on va te tomber dessus, on va te juger pour ci, pour ça. Et non, tu peux pas faire ci, tu es une influenceuse. Non, tu peux pas faire ci. Enfin, tu vas pas vivre, en fait, pour les autres. Je fais pas d'élection présidentielle. Donc, je peux vivre comme j'ai envie de vivre, quand même en faisant attention à ce qu'on dit. Avant, vraiment, je n'avais pas conscience de mon influence. Donc, quand les gens venaient me sortir ce genre de commentaires, je dis, mais laissez-moi, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Et à un moment donné, j'ai compris qu'en fait, mes paroles et mes actes agissent sur beaucoup de personnes et influencent beaucoup de personnes et peuvent même créer des problèmes à des personnes. Donc, j'essaie quand même de faire un peu plus attention et d'éviter certaines choses, mais tout en restant moi-même et en ne dénaturant pas mon caractère et ma façon d'être. Dans la culture africaine, les gens qui gagnent beaucoup d'argent sont très âgés, en général. C'est-à-dire que c'est le cumul d'une longue carrière, c'est le cumul de beaucoup de commerces. Comment tu vis le fait que tu parviennes à gagner autant d'argent en étant si jeune? Ce qui fait qu'au final,
Tu gagnes beaucoup plus d'argent, j'imagine, que la grande majorité des gens qui t'entourent. Comment tu vis ça? Moi, je le vis bien. Ça ne me gêne pas, ça ne me complexe pas parce que j'estime que les rapports que j'ai avec mon entourage, des gens plus âgés ou moins âgés que moi, ne sont pas définis par l'argent. Donc, si ça dérange, c'est comme ce que je disais au début, si ça dérange la personne, mes revenus ou ce que j'ai sur mon compte bancaire, c'est cette personne qui a un problème et pas moi. Parce que je ne définis pas mes amitiés, mes relations familiales, amicales ou amoureuses en fonction de l'argent. Donc, je n'ai aucune gêne ou aucun problème avec ça. Beaucoup de femmes sur ce continent gagnent de l'argent parce qu'elles sont Madame Telle Mhm. ou, malheureusement, le second ou le troisième bureau de Monsieur Tel. Oui. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire rien du tout. C'est pas quelque chose que j'ai voulu. Ça m'a jamais intéressée. J'ai toujours voulu être indépendante par moi-même et ne pas devoir à quelqu'un. Ne pas changer mon caractère, ma nature, ma façon de vivre parce que je me dis, demain, la personne, si je fais pas ci, j'aurai plus l'argent. Genre, j'ai jamais voulu être tenue en laisse. Et avec le caractère que j'ai, je ne pourrais pas être tenue en laisse. Même si j'étais la maîtresse de quelqu'un, ça ne va pas durer. Parce que tu vas faire un truc qui va m'énerver, je vais te dire, va te faire foutre en fait. Ouais. Alors que beaucoup de personnes qui vivent ce genre de vie-là restent, même si on leur manque de respect, même si on leur fait les pires des dingueries, parce que si je laisse demain, il n'y a rien derrière en fait. Ouais. Et c'est ça que j'ai jamais voulu avoir. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'envie ou pas du tout. Tu comprends les femmes qui font ce choix? Moi, on peut dire comprendre, c'est un grand mot. Moi, je ne juge pas les gens. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai des copines qui sont chisa, j'ai des copines qui sont géreuses de busy, j'ai des copines qui sont vraies prostituées de luxe. Je ne juge pas leur vie. Chacun fait ce qu'il veut. Je vais pas dire... Ce sont tes copines? Vous avez quoi en commun? On a quoi en commun? C'est juste par rapport à l'amitié. En fait, moi, je ne juge pas ce que tu fais. C'est quand tu es faux que je ne veux pas être avec toi. Je vais donner l'exemple d'une amie. Elle passe son temps, elle va au Nigeria, elle va voir ses clients. Elle ne le cache pas. Moi, c'est ma vie, ça. Elle a eu une vie difficile et tout ça. Elle a réussi à s'en sortir par les hommes. C'est son choix. Je ne la juge pas pour ça. Je ne dis pas, je ne suis pas ton amie parce que tu fais ça. Moi, je suis ton amie parce que tu es vrai avec moi. Et j'ai eu aussi des amis que j'ai rencontrés qui se sont fait passer pour des entrepreneurs. Ah non, moi, j'ai une marque de ci. Moi, j'ai un truc de déco. Moi, j'ai une boutique de ci, de ça. Et au final, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas de ça qu'elle vit. Ah. Elle est la maîtresse de quelqu'un. Et je coupe les ponts avec ce genre de personnes. Parce que je préfère les gens vrais, authentiques, que des gens qui paraissent vrais. Donc, je ne juge pas ta vie. Fais ce que tu veux. Tant que tu n'es pas hors la loi, tu ne fais pas de mal aux autres, tu n'es pas pédophile, tu ne fais rien d'illégal. Moi, je dis toujours aux gens, faites ce que vous voulez de vos fesses. Ça ne me regarde pas. Mais ne soyez pas faux avec moi. Parce que quand on vient me dire, ah, mais toi, tu dis que c'est ta copine, tu fais la promotion de ton business et tout, mais elle, c'est une maîtresse d'homme mariée, c'est une géreuse de busy, c'est ça qui lui donne l'argent et pas la déco ou pas le truc qu'elle fait. Et moi, je viens, je fais le gros dos, je te défends. Ah non, c'est mon amie, elle n'est pas comme ça, elle ne fait pas. Et au final, j'ai des preuves, je me rends compte qu'en fait, c'est moi qui étais dans le faux et j'ai fait la promotion de certaines personnes. Et au final, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est du leur entrepreneuriat. Ça me blesse et je coupe les ponts avec ce genre de personnes. Parce que je préfère une fille vraie qui me dit ce qu'elle est et que je n'encourage pas à faire ce genre de choses. Pas du tout. Mais je ne juge pas. Plutôt que d'être avec des gens qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Et au final, toi, tu es le dindon de la farce au milieu et tu n'es pas au courant de ce qui se passe. Et tu fais peut-être la promotion, tu aides la personne à se faire connaître. Mais quand elle veut se faire connaître, ce n'est pas pour le domaine dont elle t'a parlé, c'est pour autre chose. Et au final, on t'utilise même pour se faire plus voir. C'est totalement cohérent, Maureen. On arrive à la fin, je te laisse conclure. On parle de gestion de finances. Qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai envie de dire aux personnes qui écoutent, sachez économiser de l'argent. C'est vrai, il y en a qui ne peuvent pas économiser. Il y en a qui gagnent tellement peu que quand ils finissent de payer leurs charges, ils peuvent rien faire. Donc, on ne peut pas obliger aussi les gens à économiser. Mais si vous arrivez à trouver un travail ou une activité, un domaine où vous pouvez vous créer du temps pour trouver un autre moyen de gagner de l'argent légalement, faites-le pour essayer de vous en sortir ou d'évoluer dans le domaine. Si, par exemple, vous êtes dans un poste où vous savez que vous travaillez, vous charbonnez à mort, vous vous donnez à fond, vous ne voyez pas votre famille, vous sacrifiez plein de choses, mais qu'il n'y a aucune évolution,
cherchez autre chose en fait. Parce qu'il y en a qui se tuent dans des boulots, qui passent 10, 20 ans dans un boulot et au final, ils n'arrivent même pas à économiser, s'acheter une maison. Et quand ils sont à la retraite, ils deviennent encore plus miséreux qu'autre chose. Donc, ces gens-là, on ne peut pas leur dire « Non, tu n'as pas travaillé ». Ils ont travaillé, mais ils n'y sont pas arrivés parce qu'ils sont restés dans le confort de ce qu'ils avaient. Ils n'ont pas pris de risques aussi. Il faut savoir aussi prendre des risques, mais des risques quand même calculés et mesurés. Mais pas rester dans quelque chose où vous n'évoluez pas, vous allez stagner toute votre vie et c'est des choses aussi qui rendent aigri après. Merci beaucoup, Merci. Maureen, de t'être prêtée à l'exercice de répondre aux questions autour des finances. C'était très intéressant de partager avec toi autour de toutes ces thématiques. On te souhaite beaucoup de réussite, Merci. beaucoup de bons investissements dans Amin. l'immobilier, beaucoup de bonne nourriture. Merci d'avoir été notre invité pour ce podcast sur la gestion des finances. Merci.